Mais Paris, libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Le lendemain, c'est la triomphale descente des Champs-Élysées et la cérémonie à Notre-Dame, tandis que quelques tireurs des toits se manifestent encore. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain, lui, présente son fauteuil, c'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victime jusqu'à présent. Salut. Déjà, les troupes de Leclerc remontent en ligne, car les Allemands s'accrochent encore au Bourget. Le 1er mars 1941, après la prise de Koufra, en arborant les couleurs françaises sur la forteresse prise à l'ennemi, ils jurèrent de ne pas déposer les armes avant que ces mêmes couleurs ne flottent à nouveau sur Paris et sur Strasbourg libérés. Ce serment, ils sont en train de le tenir. Et tandis que la guerre s'éloigne rapidement, Paris connaît une fantastique allégresse. Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. Le héros de Bir Hakeim, le général Koenig, est nommé gouverneur militaire de la capitale libérée. Le gouvernement de la République m'a appelé à l'honneur d'exercer la charge de gouverneur militaire de Paris et de commandant de la région de Paris. Je salue Paris, hier martyr, aujourd'hui libéré, mais toujours vaillante et fière. Je prends sous mon commandement toutes les forces armées de la capitale et de sa région, en particulier les magnifiques forces de l'intérieur. C'est à moi-même et aux chefs désignés qu'il appartient de leur donner des ordres. Ils auront à cœur, j'en suis convaincu, de montrer leur discipline après avoir si bien démontré leur valeur. L'ennemi est chassé de Paris, mais la bataille en est encore toute proche. D'impérieux devoirs d'ordre public et de travail s'imposent à tous les citoyens. Je ne peux douter que la population de la capitale et de la région parisienne saura remplir les uns et les autres pour le bien commun avec noblesse et résolution. Et les journaux de la Résistance paraissent maintenant au grand jour, et Albert Camus signe son premier éditorial de combat. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s'écrire sans émotion. Dans le Midi, Français et Américains avancent rapidement. Et le ministre de la Guerre, André Diethelm, fait le bilan. Je viens de quitter l'armée française, qui combat avec les succès que vous savez dans le Midi de la France, aux côtés de nos alliés.
Quand je dis l'armée française, je veux dire à la fois les divisions formées en Afrique du Nord et les forces françaises de l'intérieur qui font toutes deux partie intégrante de notre armée. Les unes et les autres ont rivalisé de courage et d'initiative autour des rudes combats qui se sont déroulés autour de Toulon et de Marseille. Alors que le haut commandement prévoyait plus d'un mois d'opération pour prendre ces véritables places fortes, 13 jours ont suffi pour les investir et pour les occuper. Nos troupes ont capturé autour de ces opérations 35 000 Allemands, un immense matériel, et ont sauvé de la destruction les installations portuaires de Marseille. Ainsi, l'armée française, reconstituée par le général de Gaulle dès le 18 juin 1940, et formée d'abord d'une poignée d'hommes, a maintenant dans ses rangs tous les fils de la France libérée. Elle a retrouvé... Le général de Lattre, évadé de France en 1943, commande une armée française victorieuse à Toulon et Marseille. J'ai le très grand honneur d'être le chef de l'armée française qui, sous le commandement éclairé du général américain Patch, a débarqué le 16 août en Provence. Que je vous exprime d'abord très simplement combien émouvant a été pour nous tous l'instant où, quittant le bateau qui nous avait amenés sans encombre des rives italiennes de l'Adriatique, nous avons foulé de nouveau le sol de la patrie retrouvée. Le débarquement sur les côtes méridionales de la France était, je ne vous le dissimule pas, hérissé de difficultés. C'était non seulement une opération militaire délicate en elle-même, mais encore une grande entreprise maritime et industrielle. Le haut commandement interallié, auquel nous ne saurions trop rendre hommage, résolut le problème après plusieurs mois de minutieuses études, et tout se déroula initialement selon le plan prévu. Au nord du front, les Britanniques avancent à marche forcée et libèrent toute la Belgique au pas de course. Là aussi, les Allemands amènent de force leurs prisonniers, le roi Léopold, dont Paul-Henri Spaak saluait le courage en 1941. Nous en revenons à cette question tellement simple et tellement claire. De qui la Belgique peut-elle attendre sa libération? Et que nous constatons qu'il n'y a qu'une seule réponse, de la victoire anglaise. Travaillons-y donc chacun au poste où les circonstances nous ont placés. Vous, Belges de l'intérieur, continuez votre dure lutte. Serrez-vous autour du roi prisonnier. Il personnifie la patrie meurtrie. Soyez-lui fidèles comme nous le sommes ici. Depuis lors, le gouvernement en exil a rompu avec le roi. La situation politique est tendue dès la libération. Derrière la rapide avance alliée, les Allemands se sont retranchés dans quelques ports qui ne seront repris qu'après de terribles destructions, comme Brest ou Saint-Malo. Je viens verser au dossier des crimes allemands la destruction de Saint-Malo, non par le canon ni par des bombes, mais par un incendie allumé et entretenu volontairement sans aucune nécessité militaire. Saint-Malo, ville universellement connue et rare, chargée de tradition et d'histoire, rien de tout cela n'existe plus. Nous n'exhalons pas de plainte. Nous avons chanté le Te Deum sur nos ruines qui brûlaient encore. Mais nous crions vengeance et justice. Le général de Gaulle m'a dit, la destruction de Saint-Malo est un deuil international. Nous nous abritons sous cette parole sacrée, expression de l'opinion publique unanime et qui élève nos espérances à la hauteur de notre désastre. Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Le flot qui roule à l'horizon me fait penser à un garçon qui ne croyait ni Dieu ni diable. En Italie, le front s'est de nouveau stabilisé vers Florence. Des soldats canadiens rendent visite au pape. C'est notre joie
de vous accueillir en ce moment, chers fils canadiens français. Votre présence évoque des souvenirs épiques, les plus magnifiques efforts accomplis pour le progrès matériel et moral des immenses contrées qui bordent les Saint-Laurent.